Bonjour à tous. Je pense que vous êtes nombreux à participer à cette session qui va évoquer la mobilité du futur. Va-t-on vers un monde moins mobile, sachant que le monde du passé était, lui, extrêmement mobile. Donc, nous avons trois intervenants pour cette session. Je serai le premier intervenant, Yves Crozet, donc professeur émérite à Sciences Po Lyon, membre du laboratoire Aménagement, Économie, Transport. Et le second intervenant sera Jean Coldefy, qui se présentera à son tour, puis Cécile Moisderneuve de la Fabrique de la Cité, qui fera de même. Nous allons donc procéder avec trois présentations qui vont nous permettre de faire le point à la fois sur le passé, le futur et bien sûr le présent de la mobilité. Et je vais commencer avec la question du passé et du présent. Autrement dit, avant de savoir si on peut aller vers un monde moins mobile, il faut savoir ce qui se passait dans le monde précédent, le monde d'avant et le monde d'après. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions pendant cette session. Un bandeau s'est affiché. Vous avez eu le numéro, le SMS, le numéro où vous pouvez envoyer des SMS. Et donc, bien sûr, à peu près 1 heure de présentation, nous vous laissons une demi-heure pour les questions. Et là, on sera bien sûr heureux de les recevoir sur le mur interactif. Donc, je commence dans un premier temps par regarder le passé. Ce que je vous propose, c'est de considérer que pour imaginer ce que serait le monde d'après, il faut d'abord regarder le monde d'avant et le monde pendant le confinement. Et il faut imaginer que vous êtes, par exemple, à l'arrière d'une voiture, d'une moto, d'un vélo, et que vous êtes assis dans le mauvais sens. Donc, vous devez imaginer ce qui va se passer après, mais vous voyez seulement ce qu'il y a derrière vous, ou éventuellement les panneaux indicateurs sur le bord de la route, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a devant. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette première partie. Dans les deux parties suivantes, on enlèvera l'obstacle et mes collègues, eux, verront plus loin que moi. Donc, je vous rappelle d'abord ce qu'est la mobilité dans le monde d'avant, donc au moins jusqu'en 2019. C'est un monde d'hypermobilité, c'est-à-dire qu'en moyenne, chaque Français faisait à peu près 40 km par jour. Si on ajoutait l'avion international, c'était presque 50 km par jour, c'est-à-dire pour les déplacements quotidiens, une vitesse moyenne de 40 km, 40 km/h, soit 10 fois plus que nos ancêtres du 19e siècle, alors même que le budget temps est resté à peu près constant. Il a un petit peu augmenté, autour d'1 heure par jour. Donc, nous nous déplaçons en moyenne à 40 km/h, tout mode de transport confondu, marche à pied, vélo, voiture, etc. Bien comprendre que cette hypermobilité n'est pas un mouvement brownien, on ne court pas de partout. Le nombre de déplacements par jour est resté de 3 ou 4, mais par contre, la hausse des vitesses de déplacement a permis d'augmenter la portée de ces déplacements et des déplacements qu'on peut s'offrir parce que la hausse du pouvoir d'achat, qui a baissé le coût relatif du déplacement, a permis d'intensifier beaucoup nos relations sociales. Alors, regardons ce qu'est la relation macroéconomique entre la richesse et la mobilité. Vous avez ici ce qu'on appelle un graphique log-log. Donc, en abscisse et en ordonnée, vous avez des logarithmes. Donc, on ne passe pas de 10, 20, 30, mais de 100, 1000, 10 000, 100 000. Donc, verticalement, vous avez la distance, le nombre de kilomètres parcourus par an et par habitant en moyenne. Et puis en abscisse, donc ça c'est verticalement, et en abscisse, vous avez le PIB par habitant en dollars constants de 2000, donc le revenu par habitant, vous voyez 1000 $, 10 000 $, 100 000 $, etc. Et donc vous voyez que, ici, les États-Unis apparaissent avec pratiquement 20 000 puis 30 000 $ de revenus par habitant et qu'ils font une quantité, une distance qui est à peu près du même montant. Donc vous voyez qu'on a ici ce qu'on appelle une première bisectrice, on a une sorte d'élasticité extrêmement forte puisqu'on a le sentiment que chaque fois que votre revenu augmente, vous faites des distances en plus, même si vous voyez l'Europe qui est la partie la plus sombre, pour le même niveau de revenu que les États-Unis, se déplace moins, mais se déplace plus que le Japon, qui est en bleu. Et puis vous avez une queue de comète derrière avec tous les pays du monde qui semblent vouloir rattraper ce qui se passe aux États-Unis. Pour comprendre cela, il faut bien comprendre que l'élément clé n'est pas seulement la vitesse physique,
Les voitures vont vite, et les trains peuvent aller plus vite, les avions, mais c'est la vitesse économique. Et la vitesse économique, c'est le pouvoir d'acheter de la mobilité. Donc, combien de kilomètres peut-on faire avec une heure de travail? Vous voyez sur le graphique de gauche ce qui s'est passé pour un travailleur au SMIC. Il fallait 40 minutes de travail pour acheter un litre d'essence en 1960. Et on est passé aujourd'hui à 10 minutes de travail, voire un petit peu moins avec la baisse des prix du pétrole depuis quelques mois. Donc, une très forte augmentation du pouvoir d'acheter de la mobilité. Même chose pour les automobiles. Il fallait 3000 heures de travail à un smicard ou un smigard pour acheter une voiture en 1960, une voiture neuve. Eh bien, aujourd'hui, moins de 1000 heures de travail suffisent. Ce qui veut dire que les vitesses économiques sont aujourd'hui extrêmement élevées. Pour l'avion, avec une heure de travail de SMIC, vous pouvez faire 160 km. Donc, vous faites du 160 km/h. Pour le TGV, c'est du 80 km/h, à peu près 10 centimes du kilomètre. Et pour la voiture, c'est du 32 km/h, en comptant le coût fixe de la voiture et pas seulement le prix de l'essence. Si on regarde toujours dans le rétroviseur, on voit que des choses ont déjà eu lieu depuis le début des années 2000. Vous voyez en orange, c'est l'échelle de gauche, ce qu'on appelle le pic car, c'est-à-dire le sommet du trafic automobile. Attention, ce n'est pas le trafic total, c'est le trafic par habitant. Le trafic total a continué à augmenter parce que la population a augmenté. Et le trafic automobile par habitant, qui ne cessait d'augmenter jusqu'au début des années 2000, a légèrement diminué. Il a réaugmenté un petit peu, mais vous voyez qu'on est autour de 10 000 km en voiture par habitant et par an. En vert, vous avez le ferroviaire. Et là, on a quelque chose qui est moins connu, c'est qu'il y a eu un pic car, mais il y a eu aussi un pic rail. C'est-à-dire que les déplacements en train ont beaucoup augmenté, c'est l'échelle de droite. Donc attention, on se déplace 10 fois moins en train qu'en voiture. Les voyages en train ont beaucoup augmenté entre le milieu des années 90 et les années 2007-2008. Mais depuis 2007-2008, les voyages en train, tout voyage en train confondu en France, à l'exception de l'Île-de-France. Vous avez là les TGV, mais vous avez aussi les trains régionaux et les trains intercités, ce qu'on appelle aussi les TET. Donc, on a l'impression que la mobilité plafonne pour la voiture, pour le train. Mais il ne faut pas oublier ce qui se passe avec l'avion. Ça, c'est l'image suivante. Vous voyez que c'est les mêmes données, sauf qu'on a changé un peu les échelles, notamment l'échelle de droite, pour faire apparaître l'avion. Vous avez là les kilomètres faits en avion international par les résidents français. J'ai enlevé de la courbe les personnes qui prennent l'avion en France ou qui arrivent en France, mais qui sont des étrangers. Et vous voyez qu'on est passé d'environ 1000 à pratiquement 2500 km en avion par an et par habitant. Donc, il n'y a pas du tout de peak travel. Il n'y a pas du tout de plafonnement de la mobilité si on intègre l'avion, tout simplement parce que l'avion est bon marché. On l'a vu tout à l'heure, une heure de SMIC, 160 km en avion, une heure de SMIC, 32 km en voiture. Donc, la mobilité reste aujourd'hui quelque chose qui va se développer. Alors, bien sûr, il y a la crise actuelle du transport aérien à cause de l'épidémie. On peut quand même se demander si, une fois l'épidémie arrêtée, ce qui va arriver un jour, le trafic aérien ne va pas reprendre, peut-être lentement, peut-être il faudra plusieurs années, mais la logique économique, c'est que si l'enrichissement des ménages continue, il y a de fortes chances pour que le trafic aérien reprenne sa croissance. Alors, deux mots sur ce qui s'est passé pendant le confinement, qui a été un choc totalement inattendu et très fort. Vous avez ici un document du CEREMA, vous avez le site internet, le CEREMA est un centre d'études du ministère français de l'écologie, et qui vous donne l'évolution du trafic routier. Donc, vous voyez bien sûr qu'avec le premier confinement, eh bien, le trafic routier a baissé de 70 à 80% au printemps. Vous voyez que pendant l'été, il est revenu à un niveau non négligeable, mais qu'ensuite, eh bien, il a rebaissé à nouveau depuis le début du confinement. Donc, le niveau élevé de l'été ne doit pas vous surprendre, parce que la base, ce n'est pas le mois de juillet 2019, c'est la base au début de l'étude. Donc, il est normal qu'il y ait plus de circulation pendant l'été, parce que c'est une période de vacances. Un autre document qui vous dit la même chose, mais cette fois pour la Suisse, ce sont nos collègues de l'école polytechnique de Zurich qui ont une enquête en continu auprès de plusieurs centaines de ménages.
Et ce que vous voyez apparaître ici, c'est effectivement la différence entre la tendance et ce qui s'est passé depuis le confinement. Et vous voyez très bien apparaître la baisse très forte de la voiture en vert à partir du mois de mars, la baisse encore plus forte du transport collectif et des bus, avec les triangles et puis les petits carrés bleus. Et puis, vous voyez apparaître la très, très forte augmentation du vélo pendant cette période, qui a duré, y compris pendant l'été. Et puis, petit à petit, le trafic automobile revient à son niveau habituel. Vous voyez que les carrés verts sont à peu près à l'horizontale, alors que le transport collectif, lui, reste très en dessous, 20, 30, voire 40% en dessous de son niveau. Et donc, ça a bien sûr profité au vélo. Vous voyez quand même qu'il y a une baisse du vélo au mois d'octobre. C'est parce qu'au mois d'octobre, il a plu, donc ça peut s'expliquer. Mais on voit bien que ce qui s'est produit pendant ce confinement, c'est quelque chose qui a profité aux deux roues, qui a sans doute profité à la marche à pied, qui a finalement profité à la voiture, mais qui a plutôt pénalisé les transports collectifs, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on espérait sur le report modal en faveur des transports collectifs. Donc, 2 mots de conclusion avant de passer la parole à mes collègues. Que va-t-il se passer dans le monde d'après avec ce que nous savons du monde d'avant et du monde pendant? D'abord, nous sommes sur un choc conjoncturel durable, c'est-à-dire que le confinement est l'équivalent d'une baisse de pouvoir d'achat. Elle nous oblige à épargner, donc elle nous oblige à moins nous déplacer. Deuxièmement, la chute du PIB, il va continuer dans les mois et les années à venir. Il y aura bien sûr une reprise l'année prochaine et le PIB de 2021 sera inférieur à celui de 2019 ou 2018. Donc, il y aura au moins pour une partie de la population une baisse durable du pouvoir d'achat qui va se répercuter sur la consommation en général et sur la mobilité. Que va-t-il arriver pour les transports à longue distance, TGV, avions, autocars? Ils sont aujourd'hui en crise majeure. On verra lesquels vont rebondir le plus vite. En Chine, aujourd'hui, le trafic aérien domestique est revenu au trafic de 2019. Aujourd'hui, c'est bien sûr, ce n'est pas le cas en France, ni pour les trains, ni pour les autocars. Une fois passé le choc conjoncturel de la crise qui va être très puissant dans les prochaines années, y aura-t-il des évolutions structurelles? Est-ce que le transport aérien sera durablement affecté ou au contraire, est-ce que ce sera seulement un trou d'air, si j'ose l'expression? Que va-t-il se passer pour les transports en commun? Même chose, ce qui vient de se passer depuis quelques mois, est-ce que ce sera seulement un trou d'air ou est-ce qu'il va y avoir un report massif et durable au profit des deux roues et au profit de la voiture? Les transporteurs aujourd'hui, comme Keolis, SNCF, Transdev, etc., la RATP, s'inquiètent beaucoup de cette situation et des problèmes financiers que ça pose. Une autre évolution structurelle qui pourrait apparaître et qui va être développée par mes collègues, ça sera l'évolution des politiques publiques en lien avec les engagements climatiques, parce qu'il y a, moi j'ai insisté beaucoup sur le rôle de l'économie, de la conjoncture. Il faut bien sûr insister sur les politiques publiques et nos engagements climatiques. Nous devons décarboner la mobilité. Et est-ce qu'on peut le faire seulement en achetant des voitures électriques ou est-ce qu'il faudra aller plus loin vers un certain rationnement de la mobilité? La question se pose avec la dernière slide, puisque vous voyez qu'en matière d'émissions de CO2 du transport en France, on n'est pas du tout dans les clous, puisque dans le protocole de Kyoto, qu'on a signé en 1992, eh bien, les émissions de CO2 de la mobilité, qui étaient d'environ 124 millions de tonnes en 90, auraient dû être en 2020 de 100 millions de tonnes. Or, en 2018, mais aussi d'ailleurs en 2019, on était à 136 millions de tonnes. Donc, on était 36% au-dessus de la cible que nous nous étions donnée. Donc, on n'a absolument pas tenu nos engagements. Et donc, que va-t-il se passer d'ici 2030? Est-ce qu'on va arriver à faire les moins 30%, c'est-à-dire atteindre en 2030 le niveau prévu en 2020? Et est-ce qu'ensuite, on va pouvoir décarboner complètement d'ici 2050? Si on veut le faire, ça va être assez compliqué. Donc, c'est ce que vont expliquer mes collègues. Et je précise que nous allons maintenant nous concentrer sur la mobilité urbaine, périurbaine, celle des agglomérations. Donc, nous allons peu parler de la mobilité à longue distance. On va se centrer sur la mobilité quotidienne dans les zones urbaines. Et donc, je donne la parole à Jean Coldefy, qui va maintenant se présenter.
et qui pense à brancher son micro. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Ok, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Yves. Alors, je vais remettre voilà, la présentation. Donc, je suis Jean-Claude Defy. J'ai un passé très opérationnel de 25 ans dans les domaines de la mobilité et de l'innovation. J'ai sur des projets en France et en Europe. Et puis, j'ai œuvré à la métropole de Lyon pendant 6 ans au service mobilité urbaine. Et depuis 4 ans, maintenant, je suis consultant indépendant et je suis également conseiller du président de Transdev depuis quelques temps. Alors, si on regarde l'enjeu de décarbonation, je vais aller assez vite là-dessus. Donc, la mobilité en France, c'est effectivement le premier poste parce que notre production d'électricité est essentiellement nucléaire. Donc, normalement, dans les autres pays et dans le monde et en Europe, c'est la production d'électricité qui est le premier émetteur. Mais en France, c'est la mobilité, c'est 30%. Et sur ces 30%, la voiture, c'est 16% des émissions de CO2. Donc, c'est un poste très important en France et en Europe. Et effectivement, Yves l'a rappelé, on n'a pas baissé nos émissions depuis 30 ans. J'ai regardé également ce qu'avaient fait nos petits camarades en Europe. C'est une tendance générale en Europe. La mobilité est le seul secteur qui ne voit pas ses émissions baisser depuis 20 ans. La slide suivante, pardon. Yves. Voilà. Alors, si on regarde les politiques publiques, donc on a eu une politique, vous avez ici les parts modales kilométriques, donc c'est les voyageurs kilomètres. Vous voyez que la voiture représente 80% des kilomètres parcourus en France, mais depuis 40 ans ou 50 ans, et ça ne bouge pas. Le train est à 10%, les cars et les autobus sont à 5%, l'avion a beaucoup monté et le vélo s'est écroulé. Le vélo et la marche à pied se sont écroulés de passer de 16 à 1,6. Malgré ceci, c'est malgré 75 milliards qu'on a mis dans les transports en commun depuis 20 ans, 25 dans les TGV, 25 en Île-de-France dans les transports communs urbains et 25 en province. Donc malgré ces investissements, la part modale kilométrique de la voiture n'a pas bougé. Que s'est-il passé? Alors on va essayer de regarder ça un peu plus en détail. Ce qu'on constate, c'est quand même que les choses ont bougé. Vous regardez, c'est des photos qui vous montrent les quais du Rhône à Lyon en 89 et en 2007, et puis la fameuse place Vendôme à Paris dans les années 60 et aujourd'hui. Vous voyez que quand même, ça ne date pas d'hier, mais on a massivement enlevé de l'espace public, retiré de l'espace public, qui était alloué à la voiture pour le donner à d'autres modes ou améliorer la qualité paysagère et la qualité de vie des communes. Mais ces choses qui bougent, la slide suivante, Yves, les choses qui bougent, c'est essentiellement dans les centres-villes. Vous avez ici la part modale, c'est-à-dire le nombre de déplacements réalisés sur la métropole de Lyon entre l'intérieur du périphérique, donc Lyon-Villeurbanne, et au-delà du périphérique. Vous voyez que la voiture, en bleu, ça représente un quart des déplacements sur Lyon-Villeurbanne, un quart pour les transports publics et la moitié pour la marche à pied et le vélo. Et ça, il y a eu une grosse évolution en 10 ans, puisqu'on a baissé de 30% le nombre de déplacements en voiture sur Lyon-Villeurbanne depuis 2006. Vous regardez ce qui s'est passé au-delà du périphérique, on est pratiquement à 60%, et les choses n'ont quasiment pas bougé. Donc l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas dans les centres urbains, mais c'est effectivement au-delà des périphériques. La slide suivante. Voilà. Et ça explique ce schéma qui vous montre d'où viennent les émissions, ces fameuses 16% d'émissions de la voiture. Pratiquement les 3/4 des émissions en France de la mobilité sont dues aux déplacements inférieurs à 80 km, qu'on appelle les déplacements locaux, et pratiquement 100% de ces déplacements sont dus à la voiture. Et dans ces déplacements, les aires urbaines, c'est-à-dire toutes les communes qui sont polarisées en termes d'emploi sur une ville-centre, pèsent 80% et les zones rurales 20%. Et dans les 80%, vous avez les centres urbains qui ne pèsent que 2% des émissions, c'est-à-dire que dans les centres urbains, on a déjà largement décarboné les mobilités. Et vous vous rendez compte que la moitié des émissions dans les aires urbaines, c'est les flux qui viennent de l'extérieur pour aller dans les zones d'emploi des métropoles. Et c'est bien là qu'il faut porter l'effort. Et donc, ça rejoint le diagramme précédent qui vous montrait qu'au-delà du périphérique, la part modale de la voiture n'avait pas bougé. La réalité, c'est que nos villes se sont, je vais juste laisser la slide, nos villes se sont agrandies, avec la croissance économique, elles se sont développées et notre système de transport en commun n'a pas accompagné le développement de ces villes.
Il ne faut pas oublier que vous regardez sur les 100 premières métropoles aires urbaines en France, sur ces aires urbaines, vous avez les 2 tiers de la population qui n'habitent pas dans la ville-centre. Entre 25 et 30% seulement des habitants habitent à l'intérieur du périphérique, et 2 tiers habitent au-delà. Et c'est ces flux-là qu'il faut aujourd'hui adresser et décarboner et offrir d'autres alternatives que la voiture. La slide suivante, pardon. Voilà. Et donc, regardons ce que signifie la baisse des émissions de 60% d'ici 2030. Donc ça, c'est le nouvel objectif qui est fixé par le Parlement européen et la Commission européenne, une baisse de 60% des émissions d'ici 2030. Les émissions, c'est quoi? C'est des émissions unitaires. On multiplie les kilomètres parcourus, qui multiplie le taux de remplissage des véhicules. Alors, les émissions unitaires, c'est VE, c'est véhicule électrique. C'est le véhicule électrique qui devrait s'en charger. Et quand on regarde le prix actuel des voitures, la part de marché des véhicules électriques, si on arrive à faire moins 20% au mieux, c'est vraiment optimiste, d'ici 2030 avec le véhicule électrique, ça veut dire que pour atteindre les 60%, il faudra que les kilomètres parcourus, donc les distances, et le report modal, c'est-à-dire le taux de remplissage, c'est je passe d'une voiture à un car, un métro, un train, voire du covoiturage. Il faudra que ces deux facteurs fassent concours à une baisse de 50% des émissions. Quand vous voyez que les distances parcourues n'ont pas bougé, comme l'a montré Yves, depuis très longtemps, pour être aux environs de 40 km par jour, et que le report modal depuis 30 ans n'a pas bougé puisque la part modale de la voiture est à 80%, on se rend compte de la marge qui est à suivre et on peut affirmer que cet objectif ne sera atteint qu'en conjuguant des alternatives, mais vraiment massives, comme jamais on en a connu, et des contraintes fortes sur la voiture si on veut y arriver. Je ne suis pas sûr que les politiques qui annoncent ces objectifs aient bien ça en tête. Alors, regardons les solutions. Je me risque à cette slide, puisque aujourd'hui, le vélo a le vent en poupe. Alors, le vélo, c'est sûr que c'est un outil, et je suis un grand cycliste, c'est un outil qui est excellent pour la mobilité urbaine, puisque c'est d'abord un mode individuel. Il ne coûte pas cher en fonds public, il ne prend pas de place, et finalement, quand vous êtes déplacé en ville, vous allez à peu près à la même vitesse que les voitures, notamment en heure de train. Mais le problème du vélo, c'est qu'il a une portée limitée. Et si vous vous rappelez la baisse forte, de division par 10, de la part modale du vélo depuis 60 ans, ce n'est pas parce que la voiture lui a pris de la place, c'est parce qu'en fait, nos villes se sont étendues et que nous habitons aujourd'hui assez loin de notre lieu de travail et que le vélo ne peut pas gérer des distances au-delà de 5 à 10 km. 10 km, c'est quand même beaucoup. Et donc, on n'y arrivera pas avec le vélo. Le vélo viendra prendre de la place au mode actif, la marche à pied notamment en centre-ville. Alors vous voyez ici les parts modales, donc le nombre de déplacements sur les villes championnes du vélo dans le monde, qui sont en Europe, et puis sur Lyon. Et vous vous rendez compte, donc Amsterdam, Strasbourg, Lyon, Copenhague, vous vous rendez compte que si vous additionnez vélo et marche à pied, vous êtes à 47% pour pratiquement ces 4 villes. Et regardez la part modale de la voiture, là où elle est la plus faible, c'est à Lyon. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de transport public qui est redoutable à Lyon et qui fonctionne très très bien. Et donc en fait, si vous voulez, l'objectif, ce n'est pas de faire monter le vélo, c'est de faire baisser l'usage de la voiture. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête et pas confondre la fin et les moyens. Et donc le vélo, là, il faut le développer, c'est plutôt dans une intermodalité, c'est-à-dire je pars de chez moi, j'ai une piste cyclable, je gare mon vélo à un parc relais qui me permet de garer mon vélo, et ensuite je prends un transport en commun pour terminer mon trajet, donc pour des distances assez longues. À l'intérieur des centres-villes, le déploiement du vélo n'aura aucun impact, on peut l'affirmer avec certitude, n'aura aucun impact sur la baisse des émissions, puisqu'il ne prendra pas de part modale à la voiture, mais plutôt au transport en commun ou aux piétons. Slide suivante. Voilà. Donc, pour le report modal, l'idée, c'est d'agir vraiment simultanément sur 4 axes, donc pour adresser ces flux périphérie vers le centre des métropoles, les zones d'emploi des métropoles. Et donc, ces 4 axes, c'est vraiment important d'avoir une action commune sur ces 4 axes. Donc, il faudra des parcs relais. On a une offre en parc relais qui est à peu près 40 fois inférieure à ce qu'il faudrait si on veut vraiment opérer un report modal, c'est-à-dire passer de la voiture au transport en commun. Il faudra des voies réservées pour que les cars, les bus puissent avoir des temps de parcours inférieurs à ceux de la voiture, des pistes cyclables également, comme je viens de l'évoquer, et puis beaucoup plus d'offres de transport en commun, 2 à 3 fois plus d'offres. Et enfin, sur le numérique, l'idée est de pouvoir accéder à tout ce cocktail d'offres de mobilité de manière simple et intégrée, puisque l'intermodalité, c'est-à-dire passer d'un mode de transport à l'autre, pour l'usager, ça a toujours un coût. Et donc, l'idée, c'est de diminuer ce coût avec un passage extrêmement simplifié. La question,
c'est effectivement le financement de toute cette affaire, puisque multiplié par 2 ou 3 l'offre de transport public et par 40 l'offre de parc relais, ça coûte quand même de l'argent, même beaucoup d'argent. Slide suivante. Voilà. Alors, l'idée, c'est de basculer vers un nouveau modèle de financement de la mobilité. Donc, le monde de demain, si on veut vraiment atteindre nos objectifs de réduction des émissions, il faudra aujourd'hui tarifer complètement autrement pour dégager des ressources pour financer ce système de report modal que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, la voiture ne couvre que 20% de ses coûts en zone urbaine. C'est-à-dire que quand vous prenez les coûts, ce que vous coûte la voiture, plus les coûts externes, c'est-à-dire l'insécurité routière, la pollution, etc., et vous mettez en regard des taxes qui sont prélevées sur la voiture, vous vous rendez compte qu'en zone urbaine, elle ne couvre que 20% de ses coûts, ce qui est 125% en zone rurale. Donc, on n'aurait sans doute pas dû aligner le prix du diesel sur celui de l'essence pour les zones rurales si cela était possible, mais on voit bien qu'on a pénalisé les zones rurales sans résoudre nos problèmes de zone urbaine. Le véhicule électrique, comme l'a rappelé Yves, le coût de la voiture ramené au pouvoir d'achat, il baisse. Et avec le véhicule électrique, on va avoir un coût d'usage de la voiture qui va être à peu près similaire à celui des transports en commun, y compris avec l'abonnement. Donc, ce qui veut dire que si on envoie un signal prix à tous les habitants, de dire prenez votre voiture, ça coûtera moins cher. Et donc, si on ne fait pas de régulation, l'usage de la voiture augmentera. Alors, les régulations qui sont prévues aujourd'hui, c'est les zones à faible émission, et moi qui me surprennent vraiment, puisque c'est socialement extrêmement violent, puisqu'on dit à des gens, c'est ou tu changes de voiture, ou tu ne rentres pas, et donc ou tu ne vas pas travailler. Donc, des gens qui habitent à l'extérieur, qui n'ont pas d'alternative, parce qu'il y a très peu ou pas de transport public qui permettent de réaliser leurs déplacements, se retrouvent dans une injonction extrêmement violente avec un impact financier très important. Le salaire médian en France est 1 800 € par mois. C'est injuste parce que ceux qui sont les moins fortunés sont ceux qui possèdent les voitures les plus anciennes, qui sont ciblés par les ZFE et qui sont aussi ceux qui émettent le moins d'émissions. Et donc, on leur demande non seulement de changer, mais en plus, c'est peu efficace, puisque d'une part, les voitures critère 4, le nombre a baissé de 45% en 4 ans, parce que c'est un critère qui est basé sur l'âge. Elles pèsent 10% du parc fin 2019 et les critères 5 ont quasiment disparu. Donc, on va dépenser de l'argent pour faire des contrôles sur quelque chose qui aura très peu d'impact, sauf sur les catégories sociales les plus faibles. C'est quand même très étonnant que ça ne fasse réagir personne. Une interdiction qui est à la fois inefficace et injuste, alors qu'il y a des solutions, mais qui utilisent le signal prix, qui peuvent être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus équitables. La slide suivante. Donc l'idée, c'est de tarifer. Si on veut vraiment dégager des ressources, on n'en sortira pas en renouvelant complètement notre modèle de tarification de la mobilité et tarifer la mobilité à l'usage et en zone dense, intégrer la voiture à ce principe de tarification. Donc, certains appellent ça un péage urbain. Pour que ça soit acceptable, il faut 4 principes, me semble-t-il. Un, il faut déployer le système après la mise en place des alternatives, c'est-à-dire qu'on offre aux gens une possibilité. Vous pouvez garder votre voiture, mais vous avez un système de transport en commun qui est efficace. Le deuxième point, c'est qu'il faut fournir un bénéfice direct aux contributeurs. Donc, c'est une affectation à 100% des recettes de cette redevance, on va dire, routière vers le programme de mobilité. Le troisième principe, c'est une lisibilité. Il faut quelque chose de simple. Et l'idée, ce n'est pas de punir la voiture, mais c'est vraiment de dégager des ressources. Donc, l'idée, c'est de tarifer faiblement, 1 à 2 € par jour maximum pour accéder aux agglomérations, uniquement les jours travaillés pour ne pas pénaliser l'accessibilité pendant les week-ends et hors période de vacances. Et puis l'équité, évidemment, c'est-à-dire qu'il faut exonérer les plus faibles revenus, et une équité territoriale, c'est-à-dire qu'il faut faire participer ceux qui sont à l'intérieur de la zone qui seraient soumises à tarification, comme ceux qui n'y résident pas mais qui y travaillent, parce que dans cette zone, vous avez les alternatives les plus importantes à la voiture. Donc, si vous voulez posséder une voiture, eh bien, on pourrait imaginer une taxe pour la possession de la voiture pour ce principe d'équité. Et dernier slide, je pense. Yves. Voilà. Donc, la conclusion, c'est ça, c'est que, me semble-t-il, les maîtres mots de la mobilité dans la décennie qui s'ouvre, c'est vraiment décarboner et relier. Donc, il faut mettre en place ce package mobilité à la bonne échelle, donc qui n'est pas celle de la métropole de Lyon ou des métropoles, mais celle de l'aire urbaine, c'est-à-dire l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans la ville-centre. L'aire urbaine de Lyon, c'est 520 communes, et la métropole de Lyon, c'est 59 communes. Il faut que ça soit cohérent avec une politique d'urbanisme. Cécile en parlera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut favoriser un urbanisme qui favorise la proximité pour tous les déplacements
du quotidien, faire ses courses, aller chez le docteur, emmener les enfants à l'école. Et donc là, c'est les modes actifs, marche à pied et vélo qu'il faut favoriser. Et pour les déplacements plus longs, parce qu'ils resteront longs, c'est-à-dire le domicile-travail, il faut favoriser les transports en commun. C'est par exemple ce qu'a fait Copenhague en interdisant, en tout cas en conseillant de ne pas urbaniser à plus d'1 kilomètre des gares. Et si on fait ça, effectivement, on aura des baisses très significatives de trafic, avec moins de pics de pollution, et puis des solutions plus économes pour les ménages. Ça suppose de renforcer la solidarité territoriale entre la ville-centre et toutes les communes périphériques. Il faut absolument éviter un schéma que j'appelle mortifère, du type zone de faible émission, avec des villes-centres qui se barricadent, qui mettent de la contrainte dans le centre sans offrir d'alternatives à ceux qui travaillent et qui vivent la ville sans y résider. Donc ça veut dire qu'il faudra des carottes et des bâtons, donc des alternatives, des contraintes, une coordination métropole-région, et avec les établissements publics de coopération intercommunaux, les EPCI, sur l'urbanisme, et un paiement à l'usage de toutes les mobilités. Je vous ai mis 2 phrases pour conclure cette présentation. La première, c'est celle de Esther Duflo, qui était hier au GECO, qui dans son dernier bouquin, Économie utile pour des temps difficiles, rappelait cette évidence. Mais la mobilité, c'est un des principaux moyens d'égalisation des niveaux de vie et d'absorption des inégalités entre territoires. Donc, restreindre la mobilité, c'est augmenter les disparités territoriales. Et puis, la dernière citation, c'est celle de Hervé Lebras, le géographe, dans son livre « Se sentir mal dans une France qui va bien ». Je trouve que c'est un beau programme politique qui rappelle que l'usage de la voiture et surtout le fait d'ouvriers, l'agriculture paysan, pour qui elle est indispensable, à l'inverse des professions intellectuelles se situant surtout dans les grandes villes. La tâche du politique, c'est de rétablir de la circulation entre les périphéries, les campagnes, les grandes villes, entre les catégories socio-professionnelles et entre les générations. Voilà, vaste programme, mais c'est bien ça qui nous attend si on veut réussir cette décarbonation. Merci. Bien, merci Jean Coldefy. J'ai déjà reçu plusieurs questions. Il y aura visiblement un peu de contradiction parce que les ZFE considérées comme violentes, certaines questions trouvent que c'est pour le coup un peu violent. Mais avant de donner la parole aux questions que je reprendrai tout à l'heure, je vais donc donner la parole maintenant à Cécile Maisonneuve pour la 3e et dernière présentation. Voilà, Cécile va allumer son micro. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Yves de cette invitation. Je suis très heureuse de débattre de ce beau sujet. Juste en 2 mots, donc, moi je préside la Fabrique de la Cité, qui est un think tank, ou plus exactement un fonds de dotation qui a été créé voici 10 ans grâce au mécénat du groupe Vinci. Et ce que nous faisons, nous travaillons sur la question des innovations et de la prospective urbaine dans une perspective qui est double, qui est à la fois pluridisciplinaire, en convoquant les différentes sciences qui concourent à ce qui est peut-être une science de la ville, et également dans un champ international, comme vous le verrez. Je vais convoquer à l'appui de notre discussion quelques exemples inspirants vus ici ou là. Alors, pour commencer avec la slide suivante, je vais rebondir sur ce que Jean nous a présenté tout à l'heure, pour vous dire que moi, je vais me concentrer sur la partie du milieu, à savoir la question des kilomètres parcourus, pour finalement interroger les différents leviers qui sont à notre disposition dès lors qu'on raisonne, qu'on inclut la question de la mobilité dans la question plus large finalement de l'aménagement urbain et au-delà même, je dirais, de l'aménagement territorial. Alors, j'ai envie tout de suite de parler puisque c'est un petit peu le thème de notre table ronde vers un monde moins mobile, de faire un sort à la démobilité, qui est après tout une notion prônée ici et là. Alors, qui est une notion qui a dire le caractère attractif des syllogismes assez simples. Le syllogisme, la mobilité pose des problèmes environnementaux, de congestion. Donc, réduisons la mobilité, donc faisons de la démobilité. C'est un peu le syllogisme semblable qu'on a sur la croissance. Voilà, on a fait de la croissance. Or, la croissance pose des problèmes, donc faisons de la décroissance pour résoudre les problèmes. Donc, c'est assez séduisant. Moi, ce qui me semble, c'est que c'est aussi séduisant qu'inopérationnel comme concept. Pourquoi ? Je pense de 3 points de vue. Le premier point de vue concerne les motifs de déplacement.
Quand on parle de démobilité, au fond, on a en tête, sans le dire, des déplacements dits subis, à savoir généralement le déplacement domicile-travail. Or, en ce moment, en ces temps de télétravail largement imposé, on a un certain nombre, alors on a un ressenti, mais au-delà du ressenti, on a un certain nombre d'études, de sondages et d'études qui ont été faites à la sortie du premier déconfinement pour constater que, d'une part, il y a à peu près la moitié des actifs qui ne se sentent pas bien pour une raison ou une autre dans le télétravail. Donc ça, c'est un point important. Il y a une grande partie des actifs pour qui le télétravail n'est absolument pas une option. Et à cet égard, je vous renvoie à un article extrêmement intéressant qui est paru hier dans le Financial Times, qui montre de manière tout à fait spectaculaire l'impact le lien entre télétravail, utilisation des transports en commun et, j'allais dire, catégories socio-professionnelles à New York. Et c'est tout à fait spectaculaire, puisque finalement, ceux qui télétravaillent, évidemment, ce sont les CSP+, des gens avec des très hauts niveaux de revenus. Et à l'inverse, vous voyez toutes ces professions, ces commerces dits essentiels, ces services essentiels en période de réduction de la mobilité pour cause de confinement, qui, eux, n'ont absolument pas les moyens de télétravailler. Donc ça, c'est un premier point sur les motifs de déplacement. On est aussi un pays, même un continent qui vieillit. Il y a beaucoup d'inactifs du point de vue de la catégorie socio-professionnelle qui sont en fait des grands actifs. Il n'y a rien de plus actif, je pense, qu'un jeune retraité. Dans quelle catégorie on met leurs déplacements? Est-ce que c'est des déplacements essentiels, subis? Vaste question. Et en tout cas, qui est légitime pour dire ce qui est un déplacement subi, essentiel ou pas, hors période de pandémie, j'entends. Donc, il y a le risque pour moi de créer vraiment un biais intergénérationnel. Et puis, il y a aussi un problème à la fois territorial et sociologique. Entre l'habitant d'un centre urbain dense, on revient à cette question de la densité, d'un centre urbain dense, d'une première couronne qui a finalement assez peu à se déplacer pour trouver à sa disposition largement de quoi vivre, survivre et même pour ses loisirs, et quelqu'un qui habite dans une zone peu dense, dans les périphéries de métropole, mais aussi les grandes périphéries de métropole, les périphéries de villes moyennes ou le rural. On n'est pas du tout dans la même optique. La démobilité est dans un cas absolument inenvisageable. Donc, je pense que c'est un concept qui est très difficilement maniable dès lors qu'on s'interroge sur quel est le guide pour l'action dans l'objectif qui nous intéresse, à savoir une mobilité compatible avec nos engagements climatiques, et que ça ne permet pas finalement de se coltiner, vous me pardonnerez l'expression, la complexité du sujet. Il y a une sorte de paresse pour moi, de refus de la complexité, que dire, voilà, des mobilités, attaquons le sujet dans toute sa complexité, et je crois que les deux exposés, à la fois d'Yves et de Jean, ont montré précisément cette complexité. Donc, face à ce constat, revenons peut-être à ce qu'est la mobilité et revenons à son caractère systémique. Après tout, on a à résoudre un problème systémique. La question climatique est une question systémique, et de même, quand on parle de mobilité, on parle d'un autre sujet systémique. Parce que la mobilité, c'est quoi? Et j'emprunte cette définition à Jean-Marc Hoffner, qui dirige l'agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole et est également un des grands spécialistes français de la mobilité. Finalement, la mobilité, c'est un système qui englobe 3 systèmes. Et généralement, on ne va pas jusqu'au bout de ce changement sémantique sur lequel on est tous d'accord aujourd'hui, qui est l'utilisation du mot de mobilité à la place du mot de transport, parce que le transport, ça n'est qu'une partie du sujet mobilité. Ça va être les reports modaux, qu'est-ce qu'on fait avec le vélo, la voiture, et non pas que ce ne soit pas important, mais c'est une partie du sujet mobilité. Les 2 autres sous-systèmes, c'est quoi? C'est d'abord le système de localisation. Où sont situés les emplois, où sont situés les logements, où sont situés les lieux de loisirs, les infrastructures sociales, écoles, hôpitaux. Donc, c'est ce qui fait que finalement, les motifs de déplacement. Et puis, dernier système, c'est un système, ce que j'appellerais le système d'activité, donc là, qui est très subjectif. C'est la manière dont chacun de nous
en fonction de son âge, de sa catégorie socio-professionnelle, du lieu où il habite ou de ses envies, va organiser son système d'activité. Donc, le retraité qui vit dans une station balnéaire ne se déplace pas comme l'étudiant d'une métropole qui ne peut pas se loger en son centre, mais qui doit se déplacer pour venir à ses cours quand il le peut. Et donc, on voit bien que c'est l'ensemble de ces systèmes qui, quand on veut avoir précisément une action systémique, puisque ce que nous ont dit au fond Yves et Jean, c'est qu'on ne résoudrait pas l'équation qui est devant nous sans approche systémique, eh bien, il faut agir sur chacun de ces systèmes. Donc moi, je vais me concentrer, puisque je pense que Jean a proposé des solutions sur le système de transport, j'ai envie de me concentrer sur les systèmes de localisation d'activité. Et je commencerai par le travail sur le système de localisation. Alors, je voudrais parler de ce qui s'est passé en janvier 2019 à Montréal, au Québec. Et puisque je disais tout à l'heure qu'il fallait s'intéresser aux questions d'aménagement urbain et territorial, eh bien, repartons des outils qui sont à notre disposition en matière d'urbanisme et d'aménagement et interrogeons-nous sur les manières de faire et de les organiser. Ce qu'a fait Montréal, c'est ce que peu de villes ont fait, c'est de fusionner les départements mobilité et urbanisme, donc comme je vous l'ai dit, mise en place en janvier 2019. Donc, mise en place compliquée, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la manière dont fonctionnent les villes, c'est un peu généralement soit la bagarre, soit on ne se parle pas vraiment entre ces différents services. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes expertises qui sont requises. Et donc, ça n'a pas été facile. Quand vous discutez avec celui qui dirige ce nouveau service à Montréal, il vous dit clairement que ça n'a pas été facile. Mais ce changement, il est intéressant et je vous propose de regarder les mots qu'a employé la ville de Montréal pour le décrire, qu'on dit le service de l'urbanisme et de la mobilité pour mission d'assurer le développement et la mise en valeur du territoire pour répondre aux besoins de la population montréalaise. Donc intéressant, aux besoins, ça veut dire qu'on est passé d'une approche centrée sur les infrastructures à une approche centrée sur les usages. On part de comment les gens vivent réellement. Donc on retrouve notre définition à la Hofner sur finalement c'est l'espace-temps de nos activités dans une perspective de transition écologique. Donc intéressant aussi. Pour changer de perspective, il faut changer d'organisation. Quand on parle de transition écologique, le but est plus simplement de déplacer les gens, il est de les déplacer d'une manière compatible avec les engagements internationaux. Donc cet exemple de Montréal, comme je vous l'ai dit, ça date de janvier 2019, là ils sont comme nous dans la gestion de la crise sanitaire. Je pense qu'il est intéressant à suivre parce qu'il implique une manière totalement différente d'utiliser les outils d'urbanisme et de planification territoriale. Donc, exemple de, changer le logiciel en matière de système de localisation. Un autre exemple, on va aller sur un autre continent. Alors, on va aller à Singapour. Là encore, sur comment un territoire agit sur le système de localisation. Alors, Singapour, quand on évoque l'exemple de Singapour, souvent l'argument qui vient immédiatement, c'est oui, mais de toute façon, Singapour, c'est un système politique tellement différent que il n'est pas pertinent pour nous. Moi, je vous propose de le regarder autrement. Je vous propose de regarder Singapour comme l'exemple, mais archétypal, d'un territoire contraint. C'est un territoire qui s'est développé au maximum qu'il le pouvait en gagnant sur la mer. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire, c'est trop profond, ça coûte trop cher. Même à Singapour, on est très inventif, on a atteint les limites. Et finalement, j'ai envie de dire que la ville ou le territoire de l'accord de Paris, c'est aussi un territoire contraint. C'est fini le temps où on pouvait s'étaler dans la vaste plaine, ne serait-ce que pour, au-delà de la question du CO2, il y a la question de la biodiversité. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, notre objectif, en France du moins, mais dans pas mal de villes, c'est le zéro artificialisation nette. Donc considérons Singapour de ce point de vue-là, et comment, quand on a un territoire contraint, qu'on ne peut pas étirer en tous les sens, comment est-ce qu'on gère la question ? Et là, c'est intéressant, on retombe encore sur des questions d'outils et de planification. Ce qu'ils appellent le Land Transport Master Plan à 2040, très intéressant parce qu'il inclut la construction d'un super métro, exactement ce qu'on est en train de faire dans la métropole parisienne, eh bien, est en réalité pas seulement un plan de déplacement, c'est un plan où vous trouverez également la construction de logements, commerce, extension et le lien extrêmement intégré entre la question de la mobilité et la question de où j'habite, où je travaille. Et donc, ça permet de repenser un foncier en fonction
des points nodaux que sont les grands hubs de connexion. Et Jean parlait de l'exemple de Copenhague avec l'urbanisme autour des gares, mais c'est exactement le même principe sur ce territoire contraint de Singapour. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, parce que finalement, c'est le sous-jacent de ces exemples, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et on peut passer à la diapo suivante, qui existe depuis très longtemps, je le dis, puisqu'on a l'impression que c'est nouveau quand on parle de la ville du quart d'heure. Le sous-jacent, c'est la ville des courtes distances, d'aucuns appelleront ça la ville compacte. Et derrière, c'est la question de la densité des habitants et de l'habitat, et j'allais dire au-delà de la densité, la question de l'intensité des activités urbaines. Alors, ces trois exemples nous montrent bien ce qui est en jeu dans cette nouvelle manière d'approcher les questions d'aménagement urbain. La question, c'est en gros, qu'est-ce que j'ai à ma disposition en me déplaçant en un quart d'heure? Alors, à Paris, c'est très simple, donc vous aurez le plaisir d'apprendre que Paris est déjà la ville du quart d'heure. Depuis, Haussmann a plutôt bien fait les choses, c'est-à-dire que si je me déplace en marchant, et ça c'est la caractéristique de Paris, il y a très peu de villes au monde qui aient cette caractéristique, un quart d'heure en marchant, j'ai à ma disposition, mettant sur la petite croix, en l'occurrence place de la Bastille, des infrastructures sociales, écoles, hôpitaux, des loisirs, et même, et ça je vais y revenir, des emplois en quantité massive en marchant un quart d'heure. Si vous êtes à Amsterdam, vous aurez ça en faisant du vélo pendant un quart d'heure, pas en marchant. Mais si vous êtes dans une ville américaine, alors là c'est l'exemple extrême, il vous faudra faire beaucoup plus qu'un quart d'heure de voiture pour avoir à votre disposition ce type d'aménité qui vous permet d'organiser votre vie quotidienne. Donc, ce qui est intéressant, en fait, derrière ces exemples-là, c'est la question de l'accessibilité. Et cette question de l'accessibilité me semble absolument majeure pour les raisons qui ont été évoquées par Jean. C'est que l'accessibilité, qui va être une question majeure dans les années qui viennent avec la crise économique et sociale qui s'annonce, ça va être de celle de l'emploi et de la formation. Et quand on parle de mobilité et d'inégalité sociale, il me semble que ça va être au même niveau de priorité que notre sujet décarbonation. Parce que la question, c'est comment est-ce que dans les années qui viennent, quelqu'un qui doit retrouver ou accéder à l'emploi, quelqu'un qui doit se former, va pouvoir accéder à cela. Et là, on voit bien qu'il y a, à mon avis, dans cette question de la ville du quart d'heure, un impensé problématique qui est la question de la localisation du travail. Et de ce point de vue-là, des lieux de travail, et de ce point de vue-là, je pense que ce qui se passe dans un certain nombre de villes, par exemple Singapour vise à mettre le lieu de travail à 40 minutes au maximum, et on retombe sur les chiffres finalement qu'a cité Yves au début. Je pense que cette question du travail ne peut pas être sur le même plan, j'en ai dit aussi, que la vie quotidienne, acheter son pain, les loisirs, etc. Donc là, il y a un point important. Alors précisément, venons sur le système d'activité et sur cette question du travail, et intéressons-nous donc au dernier sous-système que je vous ai présenté. Alors si on passe à la slide suivante, reparlons précisément de télétravail. Donc j'ai évoqué cet article assez impressionnant du FT. Le télétravail finalement, il existait déjà en quantité assez limitée, sauf pour les cadres avant le confinement. Il est, à mon avis, victime d'une mauvaise compréhension des choses, parce qu'on n'a pas pris le bon point de vue. On a attribué au télétravail, finalement, une mission qui n'est pas la sienne, à savoir réduire les mobilités. Le télétravail, là encore, changeons de point de vue, raisonnons un peu à la montréalaise, centrons-nous sur les besoins des gens. Le télétravail doit être vu pour, à mon avis, être mis en œuvre d'une manière intéressante à la fois pour l'individu et pour la collectivité, parce que c'est bien notre sujet quand on parle de mobilité, c'est comment on optimise individuellement un programme d'activité. Si on le voit seulement comme une manière de réduire les mobilités, on va zapper pas mal de choses, et ça a été très bien montré dans un article récent paru dans Métropolitique sous la plume de 3 chercheurs.
Le télétravail, si on le conçoit simplement comme une manière de réduire les activités, on met de côté ce qu'on a dans l'énergie, dans l'électricité, par exemple, quand vous faites des travaux d'efficacité énergétique, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire que ce que vous n'allez pas utiliser en temps pour vous déplacer pour aller travailler, vous allez l'utiliser autrement. Et puis comme globalement la durée du temps de travail sur le temps long a plutôt tendance à baisser, vous allez l'utiliser pour tout un tas d'autres choses. Alors il y a des chiffres un peu anciens, mais on voit bien qu'avec cet effet rebond, en 1998, alors c'était certes une autre époque, il n'y avait pas d'iPhone et tout, le télétravail avait permis une réduction assez faible du nombre total de kilomètres parcourus. Et donc je pense que la question du télétravail, alors ne la pensons pas dans sa version actuelle, confinement, télétravail obligatoire, hein. Je pense on est dans un modèle tout à fait particulier, mais posons-la sous l'angle de comment elle peut permettre à chacun d'optimiser son programme de déplacement. Et cette question-là, alors elle commence à être abordée dans certaines villes, et là je vais revenir sur un exemple français, pour le coup, dans la slide suivante, qui est une expérimentation qui a été menée, alors c'était le calendrier, c'était 2018-2020, mais on devine que ça a été pas mal perturbé par la crise sanitaire, qui a été menée à Toulouse. L'idée quelle est-elle? Elle est précisément d'impliquer les acteurs des raisons de se déplacer, en l'occurrence les entreprises, dans la manière de repenser l'organisation des déplacements. Alors, on sait, les entreprises doivent préparer des PDE, des plans de déplacement. Et là, l'idée, ça a été de mettre autour de la table plusieurs entreprises du bassin d'emploi de la métropole toulousaine, en l'occurrence le bassin d'emploi à Blagnac, autour d'Airbus et de toutes ses activités. Donc, il y avait des entreprises partenaires comme Soprasteria, Safran, Airbus évidemment, ATR, qui se sont mises autour de la table avec l'autorité organisatrice de mobilité, TCO, pour se poser la question de comment on réduit la congestion dans une zone qui s'est développée de manière extrêmement forte sous l'effet du secteur aéronautique et qui s'est traduite dans la métropole toulousaine par une augmentation des temps de trajet quotidiens extrêmement importante du fait de la concentration extrême des emplois dans une partie de la métropole. Et donc, ce projet, là où il est très intéressant, c'est que il raisonne télétravail, donc c'est un peu le complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, il raisonne télétravail à un niveau collectif, il raisonne à l'échelle du pôle d'activité et il se pose la question de comment à la fois on favorise le report modal, mais comment on utilise aussi les outils digitaux, donc ce qui était aussi intéressant de cette démarche. Alors pour aller un petit peu plus loin, moi j'ai fait partie d'une mission qui a mis en place cet été le président de la métropole de Toulouse, Jean-Luc Moutinck, avec la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, dans le cadre évidemment de la crise grave qui frappe l'aéronautique et d'une réflexion sur finalement la prospective du territoire toulousain. Et on a repris cet exemple, finalement en se disant au-delà du télétravail, comment est-ce que dans cette ère métropolitaine très particulière qu'est l'ère toulousaine, parce que c'est une des moins denses d'Europe, même une des moins denses du monde, comment finalement on peut organiser des petites centralités sur le territoire avec des pôles qui seraient des pôles de travail mutualisés entre entreprises. Donc ça peut paraître extrêmement utopique, ça peut paraître très loin de notre monde, mais je pense que c'est une manière d'aborder la question qui nous est posée de la décarbonation de la mobilité, à laquelle on ne va pas échapper, c'est-à-dire d'intégrer les caractéristiques du territoire, en l'occurrence ce territoire très peu dense, dans la solution et en fait se créer de nouveaux leviers pour avoir des moyens d'action efficace sur un sujet que jusqu'alors, je pense que Jean l'a dit, mais je pense qu'il faut le redire, que jusqu'alors, on n'a pas réussi à traiter efficacement, à savoir la question de la décarbonation de la mobilité. Je conclurai simplement en faisant écho, moi j'ai été très sensible à ce que tu as dit, Jean, sur les deux citations d'Hervé Lebras et d'Esther Duflo. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention, notamment dans le contexte très difficile qui s'ouvre, à ce qu'on n'ait pas des systèmes de mobilité un peu à deux vitesses, une mobilité qui est déjà largement décarbonée dans les centres urbains denses, où on va continuer de mettre de l'offre, de ceci, de cela,
Et puis une autre mobilité qui va être de plus en plus considérée comme subie, et finalement derrière, qu'on inscrit, faisons attention à ne pas inscrire sur le plan territorial, une sorte de modèle insider-outsider avec des habitants de métropole qui vont vivre dans la ville des aménités urbaines. On ne va plus construire beaucoup, on va mettre des espaces verts avec une capacité, un choix modal extraordinaire, y compris pour aller travailler, donc insider. Et puis, un système outsider en dehors de la métropole et de la zone de la première couronne, où là, on va être sur de la contrainte et sur des choses très mal vécues, de la contrainte ou de l'inaction d'ailleurs, hein, puisque je pense que l'épisode Gilets jaunes restera longtemps dans la mémoire des politiques. Et donc, je pense que veillons vraiment à créer le lien, parce que la réalité de la vie dans une France ou dans un monde qui s'urbanise, c'est précisément cette question des liens et comment on maintient ces liens sans perpétuer un modèle qui n'est pas durable. Merci beaucoup. Très bien, merci, merci Cécile, merci Jean. Je peux vous indiquer que j'ai déjà reçu une vingtaine de questions. Donc, on va procéder de la façon suivante pour que les personnes qui posent des questions ne se sentent pas oubliées, parce qu'elles sont assez différentes. Je vais essayer de faire une petite synthèse des questions que j'ai reçues, et ensuite, je donnerai la parole à un des deux, enfin, on se donnera mutuellement la parole pour voir comment est-ce qu'on peut répondre. Donc, clairement, face à la question de la décarbonation de la mobilité, on voit bien qu'il y a un certain nombre de leviers, il y a un certain nombre d'outils. Et traditionnellement, depuis qu'on fait des recherches sur ces questions, on dit qu'il y a les leviers techniques sur les moteurs, sur les carburants, sur, par exemple, les modes de transport, et puis qu'il y a des leviers qui relèvent, on dit, de la sobriété, c'est-à-dire qui consistent à mettre des grains de sable pour limiter la mobilité, que ces grains de sable soient réglementaires, comme les interdictions de circuler ou le poids des véhicules, que ces grains de sable soient plutôt financiers avec des systèmes de péage, de tarification ou de taxes. Donc, on a eu plusieurs questions sur ces dimensions. On va y revenir. J'ai eu quelques questions sur le vélo. On va y revenir. C'est d'ailleurs significatif parce que les questions, en quelque sorte, s'annulent, puisque une des questions dit, mais la portée du vélo, c'est beaucoup plus que ce que dit Jean Coldefy, ce n'est pas 0 à 5 km, on peut faire 10, 20, 25 km. Je sais que c'était le cas de Jean Coldefy il y a quelques années, donc il va nous répondre. Et une autre question dit, mais vous savez, le succès du vélo, c'est lié à la météo, c'est conjoncturel et ça va disparaître. Donc, on voit qu'on a sur le vélo des points de vue relativement différents. On a aussi des questions sur la ZFE, donc là, des questions de plus de controverse. La violence de Jean à l'égard des ZFE a suscité quelques réactions, donc il faudra que Jean s'explique sur le fait, et je ferai simplement remarquer que le système que propose Jean avec des péages est sans doute au moins aussi violent que le système de la ZFE, mais on va pouvoir discuter de ça, puisqu'on est là pour avoir un débat contradictoire. Sur les contraintes, jusqu'où on peut aller sur les contraintes sur la mobilité? J'ai bien entendu ce que nous dit Cécile en disant attention, il y a des effets rebonds, attention de ne pas créer un monde d'insiders, d'outsiders avec ceux qui sont au centre et qui vont profiter d'offres publiques et puis les autres qui vont se trouver pénalisés. Mais on a quand même cet objectif de décarbonation. Et comme depuis 20 ans, on n'a pas du tout atteint nos objectifs dans le domaine des transports, on n'est pas bon du tout, est-ce qu'il faut pousser le curseur un petit peu plus loin? Et là, j'ai des questions sur la taxe, notamment sur la taxe sur le kérosène. J'ai des questions sur les quotas. Peut-on mettre en place des quotas carbone ou des droits à circuler dans les agglomérations? Voilà un petit peu l'ensemble des questions que j'ai. Et derrière tout ça, on a quelques autres questions, un petit peu plus apparemment marginales, mais pas vraiment, qui consistent à dire, mais fondamentalement, il faut quand même s'interroger sur le motif des mobilités. Cécile a dit qu'on ne peut pas décider a priori quelles sont les bonnes et les mauvaises mobilités. Est-ce qu'il n'y a pas des mobilités qu'on pourrait considérer comme superficielles? Voilà, j'ai une question sur ce sujet. Il y a des efficacités.
On peut faire le parallèle avec, ça a été fait par une des questions, avec les librairies. Les librairies sont considérées aujourd'hui comme non essentielles. Donc, se déplacer pour aller acheter un livre, c'est considéré en temps de confinement comme une mobilité non essentielle. Donc, on peut sans doute s'inspirer de cette période de confinement pour regarder un petit peu les mobilités non essentielles. Et en ce moment, le transport aérien est considéré comme non essentiel. Est-ce que ça doit demeurer? Voilà un petit peu l'ensemble des questions que j'ai eues. J'en ai une dernière aussi sur ce que disait Cécile sur Paris, disant, mais ce qui vient de se passer avec le confinement ne va-t-il pas détruire le modèle parisien avec la dédensification? Puisque ce que disent beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que le confinement a poussé un certain nombre de Parisiens à découvrir qu'ils avaient une vie très désagréable par rapport aux provinciaux, parce qu'ils vivent dans des petites surfaces et que confinés avec 2 enfants dans 60 ou 80 mètres carrés pendant 2 mois à Paris, c'était quand même plus compliqué que de confiner dans un pavillon. Et est-ce qu'on ne va pas avoir un phénomène de fuite, de détricotage de la ville dense, pas seulement dans Paris, mais dans les périphéries des agglomérations, du fait des impacts du confinement? Voilà un petit peu les différentes questions que j'ai reçues. Je vais me permettre de donner quelques éléments de réponse sur les premières questions qui sont arrivées. Sur les véhicules thermiques, vous savez qu'en France, c'est à partir de 2040 qu'il y aura interdiction de vente de véhicules thermiques. Certains députés voulaient que ce soit 2030. Et 2030, c'est effectivement, comme le dit une des questions, le choix qui semble avoir été fait en Grande-Bretagne. Mais rappelons bien que la décarbonation des véhicules est quelque chose de nécessaire, mais qu'elle va prendre du temps, parce que le parc, c'est 34 millions de véhicules, c'est une durée de vie de 18 ans, et que ce qui se passe aujourd'hui dans les véhicules électriques, clairement, le système du véhicule électrique est celui de la démocratisation des voitures depuis 60 ans, c'est-à-dire que c'est d'abord les riches qui achètent. C'est pour ça que les constructeurs automobiles ont choisi de faire des voitures électriques d'abord pour les riches, à part peut-être la Zoé, mais ce sont des voitures qui coûtent cher. Et ensuite, on espère que par effet de déversement, eh bien, petit à petit, le parc va changer. Mais il est clair que le parc automobile va changer doucement et que le levier technique ne suffira pas. Il en va de même de la question sur le poids des véhicules. Vous avez vu que la Convention citoyenne avait fait une recommandation qui a été reprise par le gouvernement, mais en rendant le système un petit peu moins contraignant. Il y aurait des taxes à partir d'un véhicule de 1800 kg, ce qui permet de ne pas trop pénaliser les productions françaises de véhicules. Mais là aussi, le poids des véhicules est quelque chose qui peut jouer, c'est dans le domaine technique. Et de façon générale, ce que nous disons chercheurs depuis longtemps, c'est que si on veut atteindre les objectifs de décarbonation, la moitié du chemin, en étant optimiste, à l'horizon 2050, peut être fait par les progrès techniques, mais la moitié du chemin seulement, peut-être moins. Donc l'autre moitié du chemin doit être faite sur les comportements, sur la façon de contraindre la mobilité. Et là, peut-être je vais donner la parole à Jean pour qu'il nous explique sa position sur les ZFE et concrètement quel type de contraintes il envisage, puisque il nous a bien dit, Jean, que la mobilité ne devait pas être matraquée, mais quand même, si on met un péage dans les villes, si on tarifie, il y a de la contrainte. Donc, peut-être qu'on pourrait approfondir un petit peu ces questions des formes et des degrés de contraintes à mettre sur la mobilité. Jean. OK. Sur les zones à faible émission, si vous voulez, moi, je considère que c'est un peu une caricature de la pensée française, c'est-à-dire on interdit, et derrière l'interdiction, comme le dit souvent Yves Crozet, il y a la subvention qui arrive. Donc, c'est un excellent moyen pour l'industrie automobile, d'ailleurs, de se faire financer par l'impôt l'achat de voitures, puisqu'on promet des primes à l'achat. Aujourd'hui, une Zoé, c'est de l'ordre de 30 000 euros, peut-être 20 000 avec les bonifications. Quand vous avez un salaire moyen à 1 800 euros, vous voyez bien que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et d'ailleurs, les statistiques le montrent. Aujourd'hui, les véhicules électriques, c'est une voiture de CSP+. Et de CSP+, plutôt en périphérie des zones et pas à l'intérieur. Les ZFE aujourd'hui visent à interdire l'accès aux voitures, c'est ce que j'expliquais. On a des statistiques qui montrent très précisément comment se répartissent les émissions de CO2 par sextile de revenus. Et ceux qui sont les moins fortunés sont ceux qui polluent le moins,
Ils émettent le moins, tout simplement parce qu'ils se déplacent le moins. Et ce sont eux les mêmes qui possèdent ces voitures anciennes, les critères 4 et les critères 5. Donc, d'une part, leur interdire, ça veut dire quand même les obliger à acheter un véhicule alors qu'ils ont des salaires qui sont très bas. C'est de l'interdiction. Et ils ne seront pas la cible des subventions. Et donc, je maintiens, c'est d'une violence juste incroyable. Et c'est typique de la pensée française. On refuse les mécanismes de prix parce qu'on y est opposé par principe. Et on préfère des mécanismes inégalitaires, même s'ils sont inefficaces en même temps. Donc, le péage urbain, en tout cas la tarification, c'est de dire, vous rentrez dans des zones denses, vous générez de la pollution et de la consommation d'espace public, il n'est pas anormal que vous contribuiez à ces dommages. L'idée, c'est de ne pas faire ça à la londonienne. La londonienne, c'est sur une très faible zone avec des tarifs très élevés, à 15 € par jour, mais c'est plutôt regarder ce qu'il fait du côté d'Oslo, de Göteborg ou de Stockholm. On est sur des tarifs beaucoup plus bas. En ramenant en parité de pouvoir d'achat, c'est de l'ordre de 1 à 2 € par jour. Et si vous faites ça uniquement les jours ouvrés, hors week-end et hors vacances scolaires, en exonérant les 2 premiers déciles de revenus, je prends l'exemple sur Lyon, ça vous génère 70 millions d'euros par an. Donc, si vous affectez ça à un programme de mobilité qu'on ne sait pas financer aujourd'hui, il faut quand même le dire, on ne sait pas financer l'extension des réseaux de transport en commun urbain au-delà de ce qu'il faudrait aujourd'hui, eh ben, vous faites un système de transport public que vous réalisez en quelques années au lieu de le faire en 30 ans. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vraiment décarboner les mobilités, ce n'est pas avec de l'interdiction seulement qu'il faudra le faire, mais c'est aussi en dégageant des ressources et avec des signaux prix qui permettent de facto un transfert de ceux qui peuvent payer vers ceux qui ne peuvent pas payer. Voilà. Donc ça, c'est pour, la ZFE. Je profite sur le vélo. Donc moi, je réalisais effectivement 40 km de vélo par jour pour aller travailler. Donc je sais ce que c'est que faire 40 km et je le faisais tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige et qu'il vente. Et je sais, donc, je vois bien la limite aussi du vélo. Pour moi, j'adore le vélo, donc ce n'est pas un problème pour moi, mais je conçois tout à fait que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, attention à ne pas généraliser sa situation personnelle à l'ensemble de la population. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas faire de vélo sur des distances importantes. Et je rappelle que 60% des distances parcourues dans les grandes agglos, et notamment à Lyon, c'est des flux qui viennent de l'extérieur. Ils n'ont pas de transport en commun. Ils n'ont pas de transport en commun. Les TER sont ultra saturés en heure de pointe parce qu'on n'a pas assez d'offres et ils sont avec des parcs relais beaucoup trop faibles. Donc, la vraie question, c'est ça. Plutôt que culpabiliser les gens en disant « vous êtes de mauvais citoyens, vous vous comportez mal », offrez-leur d'abord de l'alternative et mettez de la contrainte. Il faudra de la contrainte, c'est certain, mais il faut la mettre au bon endroit, c'est-à-dire pas dans les centres-villes, il faut la mettre de la bonne manière, pas avec des interdictions, avec des alternatives et ensuite des contraintes plutôt financières pour pouvoir dégager des ressources. Bien, merci Jean. On va revenir à ces questions parce qu'il y a quand même des problèmes d'acceptabilité qui vont se poser. Je vais revenir vers Cécile sur la question de la dédensification et du desserrement. Quels sont les risques avec le déconfinement de voir apparaître ce desserrement? Beaucoup d'agents immobiliers nous disent qu'il y a eu une très très forte demande d'achat de maisons dans les périphéries de Lyon, de Paris, des grandes villes. Qu'est-ce qu'il en est de cela? Et puisque Cécile a parlé des effets rebonds, les choses qu'elle a proposées, par exemple sur Toulouse, qui est une ville peu dense, on aurait pu parler aussi de Bordeaux, est-ce qu'on ne risque pas là aussi d'avoir des effets rebonds? C'est-à-dire que dès qu'on a créé une zone de densité un peu particulière, bien desservie, etc., est-ce qu'on n'a pas le risque de voir une diffusion, notamment par la voiture? On peut se poser la même question avec les gares du Grand Paris Express qui sont en construction. Est-ce qu'on n'a pas un risque de voir ces gares de Grand Paris servir ensuite de diffusion à l'habitat? Parce qu'arrivé à la gare, on peut encore prendre sa voiture pour aller habiter un petit peu plus loin en zone dense. Donc, voilà, la question du spatial et des effets rebonds et du desserrement. Alors, sur la première question de la densité, alors, premièrement, je pense qu'il faut remettre la densité à la bonne place. Là, aujourd'hui, on assimile densité et pandémie. Il y a eu beaucoup plus, malheureusement, la pandémie a fait beaucoup plus de dégâts en Seine-Saint-Denis, qui est 3 fois moins dense que Paris-Centre.
Et parce que, en fait, une pandémie, ce n'est pas la densité de l'habitat qui compte, c'est la densité des contacts sociaux. Donc, le sujet, ce qui favorise une pandémie, par exemple, le cluster de Mulhouse, c'était un rassemblement évangélique. Il y aurait eu un rassemblement évangélique en plein cœur du Larzac, vous auriez eu un cluster dans le Larzac où il n'y a pas de densité d'habitants. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de la densité. Le sujet aujourd'hui de la densité et de la pandémie, c'est un sujet de mal logement, de suroccupation des logements. Ça n'est pas un sujet de densité de l'habitat. Paris est une des villes les plus denses au monde, 20 000 habitants par kilomètre carré. On s'en aperçoit même pas. On s'en aperçoit même pas parce que il y a plein de raisons, mais le lien entre l'espace public et le bâti, l'intelligence de l'architecture haussmannienne. Donc, remettons les choses à leur place. Après, sur ce mouvement qui s'observerait, nous, on est précisément en train de travailler dessus. La semaine prochaine, on organise nos premières rencontres des villes moyennes. Je vous invite d'ailleurs, vous tous qui nous écoutez, à vous inscrire. Vous trouverez sur le Twitter ou aussi de la Fabrique de la Cité les liens qui vont bien. On est en train de regarder précisément ça et on a commandé un sondage à Kantar et Potluck sur qu'est-ce que les Français ont dans la tête quand on leur dit ville moyenne aujourd'hui. Est-ce que c'est juste un fantasme? Ils aiment la ville moyenne parce que c'est une idée qui leur plaît. Est-ce que c'est un projet de vie? Et on a interrogé à la fois au niveau national, dans certaines villes moyennes, on a aussi interrogé les habitants d'une métropole, en l'occurrence la métropole toulousaine, pour voir ce qu'ils ont dans la tête. Donc on n'a pas encore les résultats, mais on les présentera la semaine prochaine. En tout cas, on travaille aussi dans le cadre de cette réunion. Je discute beaucoup avec les gens de l'immobilier pour voir ce qu'on voit aujourd'hui. Et ce qui ressort à peu près, c'est que d'une part, les mouvements immobiliers qu'on voit, c'est largement des CSP+, qui s'achètent des résidences secondaires dans un certain nombre de villes moyennes. Donc, on n'est pas du tout sur un mouvement de je quitte la métropole, enfin, en tout cas, ce que montrent actuellement les mouvements immobiliers. Il y a une spécificité à Paris par rapport aux autres métropoles. Dans les autres métropoles, si vous voyez des achats dans des villes moyennes, c'est plus des investisseurs qui vont investir dans du de Normandie, enfin voilà, assez classique. Pour Paris et les villes moyennes autour, moi je suis orléanaise et je sais qu'aujourd'hui à Orléans, un agent immobilier vous dira que les biens partent très vite, ils sont bien placés de qualité. Donc est-ce que ça veut dire que ces gens qui quittent la métropole parisienne? Sur Paris, remarquons seulement que ce mouvement de réduction, de baisse de la population à Paris, il n'est pas lié à l'épidémie, il précédait. Donc je pense qu'il faut peut-être, alors c'est comme toujours, les phénomènes complexes ont plusieurs causes, mais il faut peut-être aussi et plutôt regarder du côté des coûts de l'immobilier et du côté de ce qui se passe dans toutes les métropoles monde type Paris, à savoir une incapacité des classes moyennes à pouvoir continuer de vivre à cause des prix de l'immobilier et en dépit des taux très bas dans ce type de métropole. Donc, voilà, c'est difficile de faire la part des choses et répondre à chaud, mais je pense qu'il faut être très prudent sur l'analyse de ce qui se passe dans la pandémie. Je rappellerai seulement des chiffres qui sont souvent cités par Laurent Davezy sur les créations d'emplois depuis 2008 en France. Les créations d'emplois se sont concentrées, si vous regardez la grande masse, dans une quinzaine de communes. On a 35 500 communes en France, donc dans une quinzaine de communes. Et ces communes, ce sont quoi? Ce sont des grandes métropoles. Et quand c'est d'autres communes, c'est autour des métropoles. Ça va être par exemple autour de Blagnac à Toulouse ou d'autres communes autour de Nantes. Donc cette question de l'emploi, me semble-t-il, est massive et doit nous inciter à la prudence quand on analyse les raisons qui pousseraient les gens à partir loin des métropoles. Je vous renvoie, il y a un article intéressant qui est paru dans Les Échos la semaine dernière, où un couple de cadres supérieurs qui quittent la région parisienne, qui va dans une ville de province, très difficile pour les deux de retrouver un emploi. Et ce que Jean Viard, le sociologue, disait même, c'est que vous avez des villes de province où c'est pas qu'on va pas retrouver un emploi dans son domaine, c'est que le marché du travail dans ce domaine-là n'existe pas. Il prenait l'exemple d'une communicante. Donc, cette question-là doit être quand même extrêmement prise avec des pincettes. Sur la question que vous posez, Yves, ben oui, évidemment, c'est sûr que quand c'est attractif, voilà, ça peut créer de l'étalement. Moi, je pense que sur la question sur cette question-là, alors, en même temps, si on prend l'exemple de Toulouse, si arrive à se créer des nouvelles centralités dans l'aire urbaine toulousaine très peu dense.
et que les gens ont besoin de leur voiture pour aller à la gare. Si ce sont des véhicules électriques, je veux dire, dans les zones où il y a peu de densité, où les gens ont une voiture, si la mobilité est électrique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la moitié du chemin. Enfin, je veux dire, voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça change rien. Est-ce que ça crée de la congestion? Est-ce que ça crée de la pollution? Bon, sur l'électrique, après, on peut discuter, mais vous voyez, le sujet n'est pas tellement là. Autour des gares du Grand Paris, je pense qu'il n'y a pas tellement de risque que les gens ils viennent en voiture, parce que je crois qu'il n'y aura tout simplement pas la place non plus de mettre des voitures, ni même des vélos d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que dans la révision des budgets des gares du Grand Paris, les vélos ont malheureusement été victimes, alors que moi, je ne suis pas du tout cycliste, mais on comprend bien intuitivement et en regardant un certain nombre d'exemples étrangers que le multi ou l'intermodal vélo transport en commun, c'est pas totalement idiot dans pas mal de zones quand même. Voilà. Bien, merci. Merci Cécile. Je reviens sur un certain nombre de questions. Dans la mesure où, par exemple, j'ai beaucoup insisté sur ce qui se passait non pas dans les centres-villes, mais ce qui se passait dans les périphéries. Si en plus il y a des phénomènes de desserrement de l'habitat, la question se pose. Et la question se pose dans les relations entre des villes moyennes comme Orléans, qui envoient chaque jour, plusieurs milliers de personnes travailler à Paris. On a une question, alors qui va peut-être plutôt être pour Jean, sur la question de la dimension des périmètres des autorités organisatrices de transport. Est-ce qu'il ne faudrait pas élargir ce périmètre? Est-ce que les trains qui entrent dans Lyon devraient être sous la responsabilité de la métropole plutôt que d'être sous la responsabilité de la région? Donc, on a une question de ce type-là. On a une autre question qui s'interroge sur les programmes électoraux des récentes élections municipales qui veulent, par exemple, créer dans Lyon, allonger une ligne de métro, créer une ligne nouvelle de tramway. Est-ce que ça répond bien à ce qu'on vient de dire sur le fait que les enjeux sont dans les périphéries? Voilà une question pour Jean. Avant de donner la parole à Jean, je reviens sur les deux questions que j'ai évoquées sur la taxation et les quotas. Donc, c'est Damien Ponce que je salue qui pose une question sur les quotas carbone. Il se trouve que le 7 décembre, je vais aller à un jury de thèse à Marseille, à Montpellier, sur l'hypothèse de mettre en place des permis d'émission négociables, des droits à circuler qui seraient négociables. On voit bien que du point de vue des économistes, et j'en suis, c'est un système tout à fait intéressant et sans doute assez efficace parce qu'il donne à ceux qui ne circulent pas une contrepartie monétaire au fait de ne pas circuler. Après, on peut se demander quel est le degré d'acceptabilité, parce qu'on peut faire la comparaison avec les trafics d'organes. Voilà. De même que dans certains milieux, peuvent vendre un rein parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Est-ce que je peux vendre mon droit à circuler parce que de toute façon, ça sera ma seule source de revenus? Donc, on voit bien qu'il y a des questions d'acceptabilité qui peuvent se poser, mais en tout cas, la question des quotas des droits à circuler ou des quotas carbone se pose. Si on a mis en place des quotas carbone à l'échelle européenne, c'était parce que justement, c'était relativement simple. Vous savez qu'en France, il y a à peu près 1300 sites qui émettent une grande quantité de CO2, des usines thermiques, etc., des usines en général, et que c'était relativement facile d'attribuer des quotas à 1300 sites industriels bien répertoriés, et c'est beaucoup plus difficile d'attribuer des quotas à toute une population. Mais la littérature académique est importante dans ce domaine. On peut dire qu'il faudra en arriver là si la question de la décarbonation devient encore plus prégnante qu'aujourd'hui, parce que les quotas, c'est quand même c'est une révolution importante, puisque c'est l'équivalent de ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire qu'il va falloir tout compter. De même qu'aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas s'éloigner à plus d'1 kilomètre de son domicile, on n'a qu'1 heure pour sortir. Les quotas, c'est la même chose. C'est-à-dire, est-ce que je peux utiliser mon quota carbone pour aller voir ma grand-mère ou est-ce que je vais l'utiliser plutôt pour aller voir ma copine? Donc voilà, c'est donc une mesure très contraignante. La taxe kérosène, c'est un peu la même chose, mais c'est le symétrique. C'est-à-dire que si vous mettez en place aujourd'hui une taxe kérosène sur les avions, à la valeur actuelle de la tonne de carbone recommandée par l'Union européenne, c'est-à-dire aujourd'hui 100 € la tonne de carbone, ça change très peu de choses. C'est-à-dire que sur un billet Paris-New York, ça vous met quelque chose de 60 €. Donc effectivement, ça augmente le prix du billet d'à peu près 10%. Mais fondamentalement, ça ne change pas les choses si les revenus continuent à augmenter, même doucement, comme ils le font depuis des années. Alors bien sûr, ensuite, la taxe carbone peut augmenter,
Il ne faut pas oublier que sur les avions, les autres taxations ont déjà beaucoup augmenté. Donc, il ne faut pas croire que l'avion n'est pas taxé. L'avion paye de plus en plus de taxes et les taxes ont augmenté en France beaucoup plus vite que le trafic aérien. Donc, évidemment que le kérosène doit être taxé. Ça ne peut pas se faire au seul niveau français. C'est forcément au niveau européen, puisque si on taxe le kérosène en France, évidemment, on va tuer Air France au bénéfice de Lufthansa. Donc, c'est un choix qui est forcément un choix européen. C'est pour ça qu'il est difficile. C'est pour ça qu'il prendra du temps. Et en plus, avant d'arriver à un niveau de taxe carbone qui pénaliserait vraiment l'avion, voilà, je pense que ça prendra beaucoup de temps. Et en plus, comme le transport aérien est aujourd'hui en grande souffrance, je vois difficilement mettre en place une taxe sur le kérosène, alors que ce serait tout à fait logique. Une publication du Conseil général du développement durable sur la valeur sociale du carbone a montré qu'aujourd'hui, quand on prend l'avion, on paye 0 taxe sur le carburant. Quand on prend la voiture, si on prend toutes les taxes qui existent sur la voiture, c'est comme si on payait une taxe à l'équivalent de 200 € la tonne de carbone. Donc, voilà. Donc la question de la taxation de l'avion reste entière. Elle va être certainement compliquée à voir aujourd'hui. Je redonne la parole à Jean pour revenir à ces questions sur le périmètre des autorités organisatrices, sur les bons endroits où il faut investir. Oui, juste pour compléter ta réponse, sur les quotas carbone, alors tout dépend du niveau des quotas, mais finalement, entre un péage urbain et des quotas carbone, c'est finalement exactement la même chose, sauf que dans un cas, le produit va à la puissance publique, dans l'autre cas, ce sont les acteurs privés qui s'échangent entre ces quotas contre force monnaie. Donc finalement, c'est assez marrant que voilà, certains sont pour les quotas carbone et contre les péages urbains, alors que c'est en fait exactement le même principe, sauf que l'argent n'est pas fléché de la même manière. Et peut-être que l'acceptabilité est plus forte quand l'argent n'est pas fléché vers la puissance publique. C'est en tout cas ce que laisse suggérer ces questions. Sur la dimension des périmètres des autorités organisatrices de la mobilité. Alors, on a un problème majeur en France. C'était une de mes conclusions aux assises de la mobilité qui avait fait tomber de sa chaise la ministre. On est le dernier grand pays en Europe à ne pas avoir fait notre restructuration communale. Nous avons 35 500 communes, il y en a 11 000 en Allemagne, 9 000 en Italie et 405 au Royaume-Uni, qui sont toujours un peu excessifs, nos amis britanniques. Mais vous voyez que le morcellement que l'on a aujourd'hui est juste incroyable. La métropole de Lyon, c'est 60 communes, celle de Marseille, c'est 92, celle de Lille, c'est 94. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que gérer une équipe avec 94 membres, c'est quand même plus compliqué que gérer une équipe avec 10 membres. Et la dimension de ces communes est trop faible, est beaucoup trop faible. Et les maires, je n'hésite pas à le dire, les maires jouent des jeux non coopératifs parce qu'ils sont élus par des gens qui visent à conserver une certaine qualité de vie sur leur territoire et donc ils raisonnent à leur échelle et ils font ce que les électeurs leur demandent. Et donc, on a un vrai problème là-dessus. Alors, je pense que le vrai sujet, ça serait peut-être dans les 16 aires urbaines qui comptent, celles que Cécile a évoquées, qui comptent vraiment. On a de vraies difficultés dans les 16 métropoles. Sans doute qu'un périmètre élargi à l'échelle de l'aire urbaine sur la mobilité serait pertinent. Voilà. On le sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Île-de-France, il faut retirer toute compétence mobilité à la mairie de Paris. Ça me paraît juste une évidence. Que ce n'est pas l'échelle de la mairie de Paris. Donc, vous voyez, je vais faire plaisir à beaucoup de monde quand je dis ça. Mais ça me paraît juste une évidence rationnelle. Après, les jeux de pouvoir politique font que ça n'arrivera pas, sans doute. Sauf si l'État l'impose. C'est l'État qui a imposé les communautés urbaines, c'est l'État qui a imposé les métropoles. Et voyez ce qui se passe aujourd'hui à Marseille, où le jeu des mairies, où les mairies ont repris le pouvoir à Marseille et qui demandent le démantèlement de la métropole. C'est un scandale. Ces gens se suicident parce qu'un système métropolitain, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il fonctionne non seulement avec les villes-centres, mais avec toutes les périphéries. Si ça ne fonctionne pas, c'est des jeux perdant-perdant. C'est extrêmement documenté en termes de performance économique, de mobilité, de tout ce que vous voulez. Donc, ces grands soirs, peut-être qu'ils arriveront un jour. On sait qu'il faudrait qu'on ait, je pense qu'il faut des réformes territoriales qui soient différenciées suivant les enjeux. Ce n'est pas la peine d'appliquer le même moule partout. Les petites communes en zone rurale ne posent aucun problème, parce que d'abord, elles ne coûtent rien. Mais c'est surtout dans les grandes villes où il faudrait avoir des échelles beaucoup plus larges. En attendant, ce que la loi d'orientation des mobilités a introduit, c'est des facilités de coopération
entre des métropoles et les communes, les établissements publics de coopération intercommunaux qui les environnent et les régions. Il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire aujourd'hui avec cette loi que dans le passé. Donc, c'est un mode de coopération et donc de coopération contractuelle qui se fait en attendant qu'on fasse enfin une réforme qui rende beaucoup plus efficace nos systèmes productifs métropolitains. Sur le dernier point, puis je termine, sur est-ce qu'il faut mettre sur Lyon des transports publics dans le centre? Je vais dire, ce qui est bien avec les écologistes, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas peur d'introduire de la contrainte, mais par pitié, faites-le au bon endroit. Faites-le au bon endroit avec le bon timing. Mettre des transports publics dans le centre de Lyon alors que cette ville est surdotée en transport public et que l'essentiel des flux de voitures viennent de l'extérieur, excusez-moi, vous vous trompez de sujet. Vous vous trompez de sujet. Mettez l'argent sur l'extérieur. Il faut attraper le trafic automobile bien en amont de la métropole pour éviter qu'il vienne saturer la métropole. C'est ça qu'il faut faire. Et une fois que vous avez fait ça, mettez de la contrainte. Donc, au bon endroit et avec le bon timing, s'il vous plaît. Merci. Juste une question, Jean, une dernière question qui vient d'arriver. Un auditeur demande si tu as en gros la proportion des automobilistes lyonnais qui utilisent leur voiture. Combien de personnes propriétaires d'une voiture à Lyon l'utilisent tous les jours ou régulièrement? Non, je ne suis pas sûr que ce chiffre existe. On a 800 000 véhicules sur la métropole de Lyon. Je ne suis pas sûr qu'on ait ce chiffre. Oui, parce qu'on dit. Mais ce sont ceux qui l'utilisent le moins. Ce sont ceux qui l'utilisent le moins parce qu'effectivement, vous avez toutes les mobilités possibles pour ne pas utiliser votre voiture quand vous habitez Lyon et que vous travaillez sur Lyon, évidemment. C'est comme à Paris. À Paris, je pense, une des villes au monde, je n'en suis pas sûr, mais je pense que ça doit être la ville au monde où le taux de possession de la voiture est le plus faible. Pourquoi? Parce qu'il y a le système de transport public le plus dense du monde. Vous avez une station de métro tous les 300 mètres. Avoir une voiture à Paris, c'est pas rationnel. Et comme nous sommes des gens rationnels, on ne le fait pas, tout simplement. Voilà. Oui, voilà les chiffres pour Paris, c'est que 60% des ménages n'ont pas de voiture. Voilà. Ouais. Et les chiffres, c'est qu'en 2001, il y avait chaque jour 1,2 million de déplacements en voiture, 1,1 million de déplacements en voiture Paris-Paris. Et à l'enquête EGT de 2018, on était tombé à 400 000. Exactement, division par 3. Division par 3 du déplacement en voiture, tout simplement parce que Paris, entre la marche à pied, le vélo et les transports en commun, on est bien servi. On va conclure, je vais donner la parole pour conclure à Cécile en lui disant tout simplement que, en la remerciant, parce qu'une question a été de dire, il est bien que Cécile revienne sur la question de fond, le monde va-t-il, oui ou non, être moins mobile? Donc, je vais lui demander de répondre à cette question. Est-ce qu'on va vers un monde moins mobile, oui ou non? Alors, j'imagine que je vais lui donner le temps de préparer un petit peu sa réponse en vous donnant le bon point de vue avec lequel elle sera d'accord ou non. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Vous avez bien compris, si vous avez suivi l'ensemble de cette séance, et je vous remercie de l'avoir fait, c'est que la mobilité dépend de facteurs qui ne sont pas essentiellement des facteurs techniques. Bien sûr, la vitesse de la voiture, la vitesse de l'avion, c'est fabuleux. Bien sûr, les questions techniques, les questions d'infrastructure, est-ce que j'ai une voirie pour passer avec mon vélo ou est-ce que j'en ai pas? Ces questions sont fondamentales. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, c'est quand même fondamentalement la hausse du niveau de vie. Ce sont les critères économiques qui sont essentiels. Je vous renvoie juste, allez voir la biographie de Balzac, allez voir la biographie de Montaigne, allez voir Erasme, et allez voir les milliers de kilomètres franchis par ces gens-là à une époque où on se promenait à cheval, ou même pour Balzac, le chemin de fer était encore balbutiant, parce que ces gens-là avaient des revenus. Je me souviens d'un doctorant qui nous avait expliqué que quand Montaigne avait voulu faire ses voyages, il avait dû vendre une propriété entière, parce qu'il fallait une propriété entière et ses revenus pour financer les chevaux, le palefrenier, le carrosse, etc. Et donc, ces gens-là avaient un revenu et ils franchissaient des kilomètres, même s'ils le faisaient. Erasme a écrit L'éloge de la folie en voyageant entre le sud et le nord de l'Europe. Donc, voilà. Et donc, la question clé, c'est sera-t-on moins mobile? Pour moi, c'est on sera moins mobile si on est moins riche. Mais est-ce que c'est bien ce qu'on veut? Voilà. Donc, je vais donner la parole à Cécile pour finir. Je pense que c'est bien de revenir à la question parce qu'on la pose à la bonne échelle. Le monde sera-t-il moins mobile? Et je pense qu'une erreur majeure serait de regarder nos petits nombrils français ou européens
et d'oublier l'urbanisation du monde, d'oublier l'augmentation du pouvoir d'achat dans le monde, d'oublier que l'aspiration d'une énorme partie de l'humanité, c'est de bouger. Et je me souviens qu'une fois, on a fait une conférence dans nos locaux à Paris, chez Léonard, sur ce sujet. Et la première personne qui a pris la parole dans le public pour dire, écoutez, vous parlez des mobilités, je ne peux pas entendre ce discours, c'était quelqu'un qui habitait au Kenya. Et donc, je pense qu'il faut, quand on traite ce sujet, il faut vraiment avoir une vision monde. Deuxième point, c'est une des questions qui a été posée, je crois qu'on n'y a pas répondu, mais et qui est une manière de répondre finalement aux outils sur mais est-ce qu'il n'y a pas des mobilités superficielles finalement, les motifs de déplacement, est-ce qu'il y a des vrais motifs, des faux motifs? Je pense qu'il ne faut pas aller sur ce terrain-là parce que, en tout cas dans une démocratie libérale, parce qu'on le voit bien à travers les débats qu'on a eus, vous l'avez cité Yves, sur les librairies, je pense qu'on peut avoir des débats sans fin. Et que plutôt que d'avoir des débats sans fin, il y a un outil qui s'appelle un signal prix, et ce n'est pas un économiste que je vais dire ça, qui est quand même un très bon outil et qui favorise ce qu'il y a de plus rationnel en nous. Donc plutôt d'avoir des débats un peu moraux, et ça je trouve ça très gênant sur un sujet aussi important d'avoir des débats moraux, et donc plutôt des débats qui s'adressent à notre rationalité. Et de ce point de vue-là, je rebondirai sur ce que disait Jean. Regardons ce qui s'est fait dans des villes, ce qui est en train de se faire dans certaines villes, où on essaie de créer des tuyaux finalement entre le centre de la métropole qui va bien, à travers ce sujet du péage urbain, et on passe des sortes de contrats de solidarité territoriale, où on va financer du transport en commun pour ceux qui sont à l'extérieur, ce qu'est en train de faire New York, en instaurant un péage urbain là où on peut le payer. Et donc, penser solidarité, encore une fois, penser lien, c'est une manière de répondre au sujet finalement, on va faciliter des déplacements qu'on a envie de faire sans aggraver la situation. Donc, moi, je répondrais oui, je pense que l'aspiration à la mobilité est une aspiration profonde de l'humanité et qu'il y a une manière de faire si on parle non pas à la partie morale qui est en chacun de nous, mais plutôt à l'individu rationnel que postule la science économique, qui est tout autant une science que les sciences qui nous parlent de climat ou de progrès technique. Très bien, merci Cécile. Il est l'heure, donc on va terminer. Désolé pour les 2 ou 3 questions qui sont arrivées à la fin sur l'autopartage auxquelles on n'a pas pu répondre, mais je crois que dans l'ensemble, on a assez bien couvert les questions des auditeurs. Donc merci à tous. Merci.